Quand je suis descendu pour la première fois dans les catacombes de Paris, je m'attendais à l'histoire conventionnelle, des carrières de calcaire du XVIIIe siècle converties en ossuaires pendant la Révolution. Mais ce que j'ai trouvé a brisé cette illusion en quelques heures, des tunnels s'étendant sur plus de 300 km avec une précision mathématique impossible. Les photographies de Nadar prises en 1857 révèlent des chambres voûtées de style cathédrale avec des canaux de drainage intégrés qui précèdent les registres officiels d'excavation. Des tunnels de calcaire taillés à la main maintenant une hauteur de 1 mètre sur des centaines de kilomètres avec des réseaux hydrauliques que les ingénieurs modernes ne peuvent pas reproduire. Cette illusion s'est effondrée quand j'ai trouvé les sections scellées des chambres que la ville refuse d'admettre. Ces tunnels n'étaient pas des carrières, c'était de l'infrastructure. Et en 1789, quelqu'un a enterré les preuves. Je m'attendais à trouver l'histoire standard dans les archives. L'extraction de calcaire depuis l'époque romaine jusqu'au XVIIIe siècle, convertie en ossuaire en 1786 pour résoudre la crise des cimetières parisiens débordants. C'est ce que tous les guides touristiques racontent. C'est ce que l'inspection générale des carrières affirme encore aujourd'hui. Mais quand j'ai commencé à examiner les cartes de l'IGC datant de 1777, quelque chose ne collait pas. Ces cartes montrent déjà 280 km de tunnels avant les campagnes d'excavation officielles, avant que quiconque ne soit censé avoir creusé la majorité du réseau. Les photographies de Nadar prises en 1857 dans les profondeurs souterraines révèlent des plafonds voûtés avec de la pierre de taille, pas des grottes brutes, pas des mines sommaires, des voûtes architecturales avec des pierres ajustées. J'ai continué à creuser dans les archives. J'ai cherché les registres d'exploitation des carrières d'avant 1789, les journaux des ouvriers, les inventaires d'outils, les contrats d'excavation. N'importe quelle trace de siècle supposée d'exploitation minière. Rien. Les archives de Paris ne contiennent aucun registre d'exploitation de carrières avant la période révolutionnaire. Aucun journal de travail, aucun contrat, aucune trace papier malgré des siècles d'activité minière supposée. Mais ce qui m'a vraiment arrêté, c'était la géométrie elle-même. Les enquêtes des années 1850 documentent le placement des piliers porteurs selon des ratios géométriques, des proportions phi, mais les attribuent à de la chance. Des ouvriers du XVIIIe siècle plaçant accidentellement des piliers selon le nombre d'or à travers des zones de carrière séparées, sans équipement de levée, sans plan directeur, trop précis, trop aligné, trop parfait pour l'époque. Et puis j'ai remarqué quelque chose dans les cartes, la hauteur uniforme des tunnels, 1 mètre. Maintenu à travers des zones de carrière séparées qui n'étaient censées avoir aucune connexion. Pas de variation, pas de déviation, comme si quelqu'un ou quelque chose avait établi une norme avant que quiconque ne commence officiellement à creuser. La géométrie des tunnels correspondait aux proportions harmoniques que j'avais vues dans les systèmes souterrains d'Asie centrale. Le design des plafonds voûtés était identique au caravansérail de la route de la soie. Ce n'était pas un développement indépendant, c'était un langage architectural hérité. Et puis j'ai trouvé les chambres terminus des salles voûtées massives qui n'apparaissent sur aucune carte moderne, scellées avec de la maçonnerie qui date de la Révolution à exactement 3 ans près. Quelque chose n'allait vraiment pas. Je m'attendais à ce que le réseau de tunnels soit aléatoire, des carrières creusées selon les besoins, suivant les veines de calcaire, s'étendant de manière organique au fil des siècles. Mais quand j'ai commencé à superposer les plans des catacombes avec les plans de surface de Paris, j'ai découvert quelque chose d'impossible. Les tunnels forment une grille géométrique précise, alignée sur les directions cardinales. Des plans des années 1860 montrent les tunnels des catacombes parfaitement parallèles aux boulevards de surface d'Haussmann, des boulevards qui n'ont été conçus que 80 ans plus tard. Comment les tunnels pouvaient-ils prédire le futur tracé urbain ? J'ai trouvé des gravures de roses des vents sur les murs des tunnels, pas les roses des vents européennes standard à 8 points. Non, celle-ci avait 6 points de division, correspondant au symbole de navigation maritime du XVIe siècle. Quand j'ai cartographié l'ensemble du réseau vu d'en haut, les motifs sont devenus visibles. Géométrie sacrée, Vesica Piscis, rectangle d'or, des motifs qu'on ne peut voir que depuis une perspective aérienne, une perspective que les mineurs du XVIIIe siècle n'auraient jamais pu avoir. J'ai mesuré les déviations, moins de 0,3 degrés sur des étendues de 15 km, les angles d'intersection, constamment 60 degrés ou 90 degrés. Aucune variation malgré le récit officiel d'une exploitation aléatoire de carrière. Comment est-ce possible sans technologie de levée aérien? Comment maintenir cette précision à travers des kilomètres de roches solides avec seulement des outils à main et des bougies? J'ai cherché les registres de levée d'avant 1800 pour Paris souterrain. Ils auraient dû exister. Des siècles d'exploitation nécessiteraient des cartes, des mesures, des plans. Ils ont tous été détruits dans l'incendie des archives de 1871 pendant la Commune de Paris, le même événement qui a détruit les registres de planification urbaine et les cartes cadastrales. Pratique. Trop pratique.
La disposition géométrique des tunnels reflète les descriptions de villes souterraines tartares dans les chroniques russes du XVIIe siècle. Les mêmes proportions de ratio phi trouvées dans les passages souterrains de Kazan et les sites mégalithiques sibériens. Pas une coïncidence, un système. Mais la géométrie n'était que la surface. Sous les tunnels se cachait quelque chose d'autre, un réseau hydraulique qui ne devrait pas exister. Je m'attendais à trouver un drainage rudimentaire, être quelques rigoles creusées pour empêcher les inondations. C'est ce qu'on trouve dans les vraies carrières. Mais ce que j'ai découvert était un système hydraulique intégré s'étendant sur tout le réseau de catacombes. Des canaux de drainage, des bassins de collecte, des chambres d'égalisation de pression, pas ajoutés plus tard. Non, il faisait partie de la conception originale, taillée dans la même pierre que les tunnels eux-mêmes. Les diagrammes d'ingénierie des années 1870 montrent des fragments d'aqueducs mystérieux croisant les tunnels des catacombes. Des photographies révèlent des canaux d'eau en pierre de taille avec des mécanismes de vannes qui précèdent les techniques de construction romaine. J'ai tracé les pentes des canaux d'eau, une pente de 1,5% maintenue sur des kilomètres, avec une précision taillée à la main. C'est le type de précision que les ingénieurs modernes atteignent avec des lasers et des ordinateurs. Comment des carriers du XVIIIe siècle ont-ils réalisé cela avec des ciseaux et des bougies? Les chambres de pression utilisent des principes hydrauliques qui n'ont officiellement pas été découverts avant le XIXe siècle. Des dépôts de calcite prouvent des siècles de flux d'eau avant l'époque révolutionnaire. J'ai cherché les registres de construction d'aqueducs dans les archives de Paris. Les systèmes d'eau de l'époque romaine sont documentés en surface, mais le réseau hydraulique souterrain, complètement non attribué. Les rapports de l'IGC des années 1850 à 1870 font référence à d'anciens ouvrages hydrauliques mais ne fournissent aucune date d'origine, aucune explication, juste des notations qu'ils existent. Les chambres de pression hydraulique sont identiques au système de carrés d'Asie centrale. Les bassins de collecte d'eau utilisent les mêmes ratios géométriques que les khanats persans. L'intégration de la gestion de l'eau avec l'espace architectural est caractéristique de la planification urbaine tartare. Pas seulement des similarités, des correspondances exactes. Ce n'était pas un système d'eau, c'était l'infrastructure d'eau d'une civilisation que nous ne comprenons plus. Et c'est à ce moment que la chronologie s'est complètement brisée parce que j'ai trouvé les marques d'outils, ou plutôt leur absence. Je m'attendais à voir des marques de burin, des traces de progression d'outils, les cicatrices de l'extraction manuelle qu'on trouve dans chaque vraie carrière du XVIIIe siècle. Mais quand j'ai examiné les surfaces de calcaire avec une loupe, j'ai trouvé quelque chose d'impossible. Pierre de taille lisse comme du laser, trous de forage parfaitement uniformes, des techniques de coupe qui ne correspondent à aucune méthode de carrière documentée du XVIIIe siècle. J'ai pris des photographies macro des murs des tunnels, pas de bavure d'outils, pas de marque de progression de ciseaux. Les surfaces que j'ai trouvées étaient si lisses qu'elles semblaient polies. J'ai comparé ces photos avec de vraies carrières du XIXe siècle ailleurs en France. Les textures de surface étaient radicalement différentes. Les vraies carrières montrent des marques de ciseaux irrégulières, des surfaces rugueuses, des coins inégaux. Pas ici, pas dans les sections les plus anciennes sous Paris. Les trous de forage percés à des angles parfaits de 90 degrés dans le calcaire, sans déviation en spirale. C'est ce qu'on obtient avec des foreuses mécaniques modernes, pas avec des outils à main. Les surfaces murales atteignant des tolérances de planéité de moins de 2 mm sur des sections de 10 mètres. Les joints de coin se rencontrant à des angles droits mathématiquement parfaits, sans espace de mortier. Comment avec des marteaux et des ciseaux? J'ai cherché des inventaires d'outils de carrière dans les archives de Paris d'avant 1820. Aucun registre d'outils, aucun manuel technique décrivant les méthodes de coupe. Les carrières du XVIIIe siècle contemporaines ailleurs en France montrent des techniques d'extraction complètement différentes et des finitions de surface différentes. Mais le plus troublant était l'uniformité. Des kilomètres de tunnels, tous taillés, avec la même précision impossible. Pas d'amélioration progressive de la technique, pas d'apprentissage visible, juste une perfection cohérente du début à la fin. Ces coupes identiques de forage lisse de calcaire se trouvent dans les villes troglodytes de Crimée, historiquement territoire tartare. La même technique de finition des murs documentée dans les complexes souterrains sibériens. Cela suggère une origine technologique commune, plutôt qu'un développement parallèle. Ces coupes n'ont pas été faites avec des marteaux et des ciseaux. Elles n'ont pas été faites avec quoi que ce soit que j'ai pu trouver dans les registres historiques. Et cela nous amène aux chambres scellées. Je m'attendais à trouver des explications pour les sections scellées, des raisons de sécurité, des effondrements structurels, des justifications logiques pour fermer des parties du réseau. Mais quand j'ai découvert les rapports de l'IGC faisant référence à des sections emmurées, scellées pendant la période révolutionnaire, aucune raison n'était indiquée. Les rapports de l'IGC des années 1880 listent 47 galeries fermées en permanence avec des coordonnées qui n'apparaissent pas sur les cartes publiques. Des photographies montrent des arches murées avec de la maçonnerie de l'époque révolutionnaire couvrant une maçonnerie antérieure.
Les restrictions d'accès modernes suggèrent une dissimulation délibérée de structures préexistantes. J'ai réussi à accéder à l'une de ces sections effondrées, une zone où le plafond s'était partiellement effondré, créant une entrée dans une chambre officiellement inexistante. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Des plafonds voûtés à l'échelle d'une cathédrale, plus de 8 mètres de haut, avec des propriétés de résonance acoustique qui ne peuvent pas être accidentelles. Des colonnes en pierre de taille utilisant une construction sans mortier qui précède les techniques documentées. Les joints entre les pierres si serrés qu'on ne pouvait pas y glisser une lame de rasoir. J'ai frappé dans mes mains, le son a résonné pendant plusieurs secondes, rebondissant avec une clarté qui suggère une conception acoustique délibérée. Ces chambres n'ont pas été creusées pour extraire du calcaire. Elles ont été conçues avec un but précis. J'ai cherché les ordres de scellement de la période 1789 à 1795 dans les archives du gouvernement révolutionnaire. Complètement absent. Aucune justification fournie dans les rapports survivants de l'IGC. Les chambres ont été retirées des cartes officielles des tunnels à partir exactement de 1792. Pourquoi ? Pourquoi sceller des chambres structurellement saines ? Pourquoi retirer leur existence des registres publics ? Les proportions des chambres voûtées correspondent au ratio harmonique trouvé dans les caravansérails tartares. Les propriétés acoustiques suggèrent une conception de résonance délibérée, caractéristique de l'architecture d'Asie centrale. Les chapiteaux de colonnes présentent des motifs géométriques identiques aux monuments de la route de la soie, pas inspirés par, identiques à. Mais les chambres scellées n'étaient que le début, parce que sous Paris se cache quelque chose d'encore plus étrange, un réseau qui s'étend bien au-delà des 300 km officiels. Je m'attendais à ce que le réseau se termine aux limites de la ville, c'est ce que disent les cartes officielles. 300 km contenus dans Paris intramuros. Mais quand j'ai commencé à compiler des rapports d'explorateurs urbains, de travailleurs de la construction et d'arpenteurs du 19e siècle, un motif différent a émergé. Des descriptions de réseaux de tunnels s'étendant jusqu'à Versailles, Fontainebleau et au-delà, tous officiellement niés par les autorités modernes. Les rapports de construction ferroviaire des années 1850 mentionnent des percées dans des galeries anciennes, à 40 km au sud de Paris. Les documents d'expansion du métro des années 1960 décrivent des espaces vides inattendus qui ont été immédiatement scellés et retirés des plans. J'ai trouvé des témoignages d'ouvriers, des hommes qui ont percé des murs pendant la construction et sont tombés dans des tunnels qui n'étaient censés exister sur aucune carte. Des tunnels maintenant la même dimension de forage de 2, 1 mètre et la même précision géométrique à 60 km et plus du centre de Paris. Comment est-ce possible ? Comment maintenir une uniformité de construction sur de telles distances ? Des puits de ventilation apparaissant dans des forêts sans construction documentée, équipés de colliers en pierre de taille. J'en ai trouvé un, moi-même, près de Fontainebleau, profondément caché dans les bois, couvert de mousse et de feuilles. Le collier de pierre à l'ouverture correspondait exactement aux techniques de construction que j'avais vues sous Paris. Mais quand j'ai cherché les rapports du 19e siècle sur les réseaux de tunnels étendus, ils avaient été expurgés des archives officielles de l'IGC après 1871. Les journaux de construction ferroviaire et de métro référençant des intersections avec les catacombes, reclassifiés ou détruits. Les études GPR modernes des zones suspectées, refusées ou résultats retenus. Ces réseaux de tunnels étendus correspondent aux descriptions de routes souterraines tartares dans les récits de voyage du XVIIe siècle. La même technique de construction et les mêmes dimensions trouvées dans les systèmes de monastères troglodytes ukrainiens. Cela suggère une infrastructure s'étendant sur tout le continent plutôt qu'un projet de ville isolée. Et puis est venue la découverte qui a tout changé, les cartes qui montraient que ce n'était pas du tout seulement à propos de Paris. Je m'attendais à ce que les cartes pré-révolutionnaires montrent les mêmes choses que les cartes modernes. Être avec moins de détails, mais essentiellement les mêmes caractéristiques. J'avais tort. Les cartes Cassini de 1720 montrent des symboles de réseaux souterrains à travers le nord de la France. Des études militaires de 1750 font référence à d'anciennes mines d'origine inconnue. Des symboles cartographiques détaillés indiquant des systèmes de cavernes, des routes souterraines, des réseaux d'aqueducs. Et puis, après 1789, ils disparaissent tous. Les cartes post-1800 des régions identiques ont toutes les caractéristiques souterraines retirées, remplacées par des espaces vides ou des éléments de surface. Comme si quelqu'un avait délibérément effacé des siècles de documentation cartographique. Comment les cartographes pré-révolutionnaires ont-ils documenté les caractéristiques souterraines avec une précision au niveau de la surface malgré l'absence d'expéditions d'arpentage documentées? Comment savaient-ils ce qui se trouvait en dessous? Les symboles de tunnels apparaissent dans des régions où aucune exploitation de carrière n'a eu lieu selon la géologie moderne. Des zones sans calcaire extractible, pourtant, les cartes montrent des réseaux souterrains. J'ai cherché les notes originales d'arpentage de Cassini pour les caractéristiques souterraines aux archives de la BNF, manquantes.
disparu. Puis j'ai trouvé un décret du gouvernement révolutionnaire de 1793 ordonnant la correction des cartes, montrant des informations désuètes. Aucune explication fournie pour le retrait systématique de la documentation souterraine. Quelles informations étaient si désuètes qu'elles devaient être complètement effacées? Les cartes montrant les réseaux souterrains correspondent précisément aux régions étiquetées Tartarie indépendantes sur les cartes européennes des années 1730. Les symboles de tunnels correspondent à ceux utilisés sur les cartes russes pour les villes souterraines sibériennes. Cela suggère un effacement conscient des références à l'infrastructure tartare. Mais pourquoi? Pourquoi effacer systématiquement la documentation d'un réseau souterrain qui existait manifestement? Les cartes peuvent être redessinées. Les registres peuvent être détruits. Ce qu'ils ne pouvaient pas effacer, c'étaient les pierres elles-mêmes et les symboles gravés dessus. Je m'attendais à trouver être quelques graffitis, des marques de carrier, des symboles simples indiquant des sections ou des équipes de travail. Ce que j'ai trouvé était un langage, des symboles géométriques, des roses des vents et des notations mathématiques gravées dans les murs des catacombes, ne correspondant ni à l'iconographie romaine ni à l'iconographie médiévale française, mais identiques aux marqueurs architecturaux d'Asie centrale. Des photographies de gravures de spirale phi aux intersections de tunnels, des roses des vents avec des divisions à 16 points pâles et 8 points européens standards, des symboles mathématiques correspondant au système de notation persan, arabe, précédant leur introduction en Europe. Le placement des symboles aux intersections de tunnels suggère un système de navigation nécessitant une connaissance de la géométrie globale du réseau, impossible sans une vue aérienne. La précision mathématique des ratios gravés 1, 618, racine carrée 2 précède la découverte européenne de ces constantes. Comment des carriers du XVIIIe siècle connaissaient-ils le nombre d'or avec une telle précision? Comment le gravaient-ils dans la pierre à des emplacements qui n'ont de sens que vus d'en haut? J'ai cherché des études académiques sur les symboles des catacombes. Aucune n'existe avant les années 1920. Les premiers rapports de l'IGC mentionnant des marques païennes ont été interrompus après les années 1880. Les symboles sont systématiquement exclus de la documentation officielle des tunnels. Pourquoi ignorer ces symboles? Pourquoi ne pas les étudier, les cataloguer, les analyser? Des symboles géométriques identiques se trouvent dans les citernes souterraines de Boukhara. Le design de la rose des vents correspond aux éléments architecturaux tartares de Kazan et de Crimée. La notation mathématique suggère un système de connaissances partagé à travers le continent eurasien. Ces symboles n'étaient pas des décorations, c'étaient des instructions, un langage, un système, et ils pointaient vers quelque chose qui a suffisamment terrifié le gouvernement révolutionnaire pour l'enterrer littéralement. Avant d'aller plus loin, si vous êtes toujours là, si vous ressentez cette même étincelle de reconnaissance, ce sentiment que tout ce qu'on vous a enseigné est une histoire soigneusement construite, appuyez sur le bouton « J'aime maintenant », parce que ce qui vient ensuite change tout. Je m'attendais à trouver des raisons pratiques pour les scellements révolutionnaires. Sécurité publique, préoccupations sanitaires, des justifications logiques. Mais quand j'ai examiné les registres de l'époque révolutionnaire, j'ai découvert une campagne délibérée pour sécuriser Paris souterrain, coïncidant avec le retrait systématique des références tartares, des cartes européennes et la suppression des récits décrivant des civilisations préexistantes avancées. Un décret de l'Assemblée de 1789 établissant l'IGC avec un mandat explicite de cataloguer et contrôler tous les espaces souterrains. Des ordres de travail de 1791 à 1795 montrant des scellements de chambres en masse sans justification d'ingénierie. Des registres financiers montrant des dépenses énormes en mesure de sécurité souterraine. Le gouvernement révolutionnaire, en pleine crise financière et guerre, a détourné des ressources massives pour sceller des chambres et restreindre l'accès souterrain. La vitesse et l'exhaustivité de l'opération de scellement suggèrent une campagne pré-planifiée plutôt qu'une mesure réactive. Pourquoi? Pourquoi une telle urgence? Qu'y avait-il sous Paris qui nécessitait un contrôle immédiat? J'ai cherché les justifications détaillées pour les scellements de chambres dans les archives révolutionnaires, manquantes. Aucune justification de santé publique ou de sécurité fournie dans les documents survivants. Les rapports de l'IGC de 1789 à 1795, lourdement caviardés ou détruits dans les incendies de la Commune de 1871. Encore une fois, ce schéma. Destruction des registres, effacement des preuves, dissimulation systématique. La campagne de scellement révolutionnaire correspond exactement à la période de disparition de la Tartarie des cartes européennes les années 1780 à 1800. Le même moment historique où les récits de civilisations orientales avancées cessent d'apparaître dans l'érudition occidentale. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une coordination. Il ne cachait pas juste des chambres, il cachait des preuves de ce dont ces chambres faisaient partie, une civilisation qui utilisait la géométrie, l'eau et la résonance comme un seul système intégré.
Je m'attendais à ce que les preuves soient fragmentées, des éléments séparés qui pourraient être expliqués individuellement. Mais quand j'ai synthétisé tout ce que j'avais trouvé, un système unifié est devenu visible. Le réseau de catacombes fonctionnait comme un système architectural hydraulique acoustique intégré, utilisant la pression de l'eau, la résonance géométrique et les proportions harmoniques à des fins que l'ingénierie moderne ne peut pas reproduire. Des diagrammes composites superposant les canaux d'eau, les chambres acoustiques et les points de nœuds géométriques révèlent une conception unifiée. Des rapports d'ingénierie du 19e siècle décrivant des phénomènes acoustiques inexplicables et des anomalies de pression dans les sections scellées. Le système démontre les propriétés d'une pompe à bélier hydraulique sans composants mécaniques. Les chambres acoustiques produisant des fréquences de résonance qui affectent le flux d'eau. La conception géométrique intégrant de multiples principes d'ingénierie dans une seule structure cohérente. Comment est-ce possible sans technologie moderne? Comment concevoir un tel système sans ordinateur, sans modélisation numérique? Il n'existe aucune analyse unifiée des systèmes de catacombes dans les registres historiques, malgré l'intégration évidente. Les rapports d'ingénieurs du 19e siècle sur les propriétés inhabituelles ont été interrompus après les années 1890. Les études modernes se concentrent exclusivement sur la fonction d'ossuaire, ignorant les éléments hydrauliques et acoustiques. Pourquoi cette séparation délibérée? Pourquoi étudier les eaux mais ignorer l'infrastructure qui les entoure? Les caractéristiques du système correspondent aux descriptions de l'infrastructure urbaine tartare, alimentée par l'eau, organisée géométriquement, accordée acoustiquement. La même intégration de l'architecture et des forces naturelles trouvées dans les monuments d'Asie centrale. Cela représente une approche technologique fondamentalement différente des méthodes occidentales post-industrielles. Ce n'était pas primitif. Ce n'était pas expérimental. C'était raffiné, perfectionné et mis en œuvre à une échelle qui devrait être impossible, ce qui signifie que ça n'a pas été inventé à Paris du tout. Je m'attendais à trouver des preuves de construction progressive, des améliorations au fil du temps, une évolution de la technique. Au lieu de cela, j'ai trouvé le contraire. Les registres de construction des années 1780 à 1810 montrent des réparations et des modifications de tunnels, jamais d'excavation. Des témoignages d'ouvriers décrivant la découverte de galeries anciennes, des discontinuités architecturales où le travail rudimentaire du XVIIIe siècle jouxte une construction sophistiquée antérieure. La qualité du travail de l'époque révolutionnaire est radicalement inférieure aux sections préexistantes. Les techniques de carrière du XVIIIe siècle documentées incapables de produire les coupes de précision trouvées dans les sections plus anciennes. La chronologie montre une sophistication décroissante au fil du temps plutôt qu'un progrès. Comment est-ce possible si Paris a construit ces tunnels? La technologie ne régresse pas, les compétences ne se détériorent pas au fil des générations si vous construisez continuellement, à moins que vous ne construisiez pas, à moins que vous héritiez simplement. Il n'existe aucun contrat de construction ou registre d'excavation pour la majorité du réseau de tunnels. Les registres d'installation d'ossuaires commencent en 1786 mais ne fournissent aucune explication pour l'infrastructure de tunnels préexistante. Une confusion délibérée entre découverte et construction dans les histoires officielles. Ils ont trouvé les tunnels, ils les ont réutilisés, ils les ont mal compris, et puis ils ont prétendu les avoir construits. Ce schéma d'infrastructure hérité puis dégradé correspond à la thèse tartare plus large, les œuvres d'une civilisation avancée mal attribuées à des cultures ultérieures moins sophistiquées. Les catacombes de Paris représentent un nœud local dans un système s'étendant sur tout le continent, progressivement oublié et enterré. Nous n'avons rien inventé. Nous l'avons hérité, mal compris, puis délibérément ou non effacé les preuves de ce que c'était vraiment. Je m'attendais à ce que le schéma de Paris soit unique, une anomalie locale. Mais quand j'ai élargi mon attention à travers l'Europe, j'ai trouvé le même schéma partout. Des systèmes souterrains sophistiqués à Naples, Rome, Prague, Odessa, tous attribués à des périodes historiques locales, mais partageant des techniques de construction, des principes géométriques et une intégration hydraulique suggérant une origine commune. Des photographies comparatives montrant des techniques identiques de coupe de calcaire dans les catacombes de Naples, les caves de Prague et les tunnels d'Odessa. Des cartes superposées révélant des relations géométriques entre les systèmes souterrains européens. Des villes séparées par des milliers de kilomètres, censées avoir été construites par des cultures différentes à travers des siècles différents, employant des solutions d'ingénierie identiques, des ratios géométriques et des méthodes de construction au-delà des capacités documentées de toute culture individuelle. Comment est-ce possible sans communication, sans plan partagé, sans système de connaissances unifié, absence systématique de registres de construction pour les réseaux souterrains à travers l'Europe? Un schéma similaire de mesures de sécurité et de scellement de chambres après 1789 dans plusieurs villes.
Effacement cartographique, coordonnées des caractéristiques souterraines des cartes européennes entre les années 1780 à 1820. Toutes les villes montrant une construction souterraine identique se situent dans le territoire historique tartare ou sur les routes commerciales majeures. Les systèmes souterrains forment un schéma géométrique lorsqu'ils sont cartographiés à l'échelle continentale. Cela représente des preuves physiques d'une civilisation unifiée s'étendant sur l'Eurasie. Ce n'était pas à propos de Paris, c'était à propos d'effacer une civilisation entière de l'histoire et les preuves étaient littéralement sous nos pieds. Et cela nous amène à ce qui reste encore enterré. Je m'attendais à ce que les autorités modernes soient transparentes sur ce qui reste sous Paris. Après tout, c'est notre patrimoine, notre histoire. Au lieu de cela, j'ai trouvé un mur de secrets, des scans GPR modernes montrant des espaces vides massifs sous Paris niés par les autorités, des photographies du 19e siècle d'appareils mécaniques retirés, des chambres des catacombes, aucune explication fournie, des rapports de construction des années 1950 à 1990 documentant des découvertes de tunnels immédiatement scellés par ordre gouvernemental. Les autorités modernes refusent l'accès aux chambres malgré la sécurité structurelle documentée. Des technologies décrites dans les rapports du 19e siècle, mécanismes de pression, dispositifs acoustiques, disparaissant des registres sans explication, des preuves GPR contredisant les revendications officielles de l'étendue des tunnels. Pourquoi, si ce ne sont que de vieilles carrières? Pourquoi le secret? Pourquoi refuser l'accès aux chercheurs, aux archéologues, aux ingénieurs? Les demandes d'accès aux chambres scellées sont refusées sans justification. Les technologies photographiées dans les années 1860 à 1880 n'existent plus dans les emplacements documentés. Des opérations de scellement modernes menées sans divulgation publique ni examen archéologique. Les sections scellées préservent probablement les preuves les plus intactes des systèmes technologiques tartares. La restriction délibérée de l'accès suggère une suppression continue du recadrage civilisationnel. Ce qui reste enterré représente la clé pour comprendre la civilisation avancée pré-industrielle. Les tunnels sous Paris ne sont pas de l'histoire ancienne, ce sont des preuves scellées, des preuves d'une civilisation qui utilisait l'eau, la géométrie et la résonance comme un seul système intégré, une civilisation que nous appelons Tartarie. Une civilisation qui n'est pas tombée, elle a été enterrée délibérément, systématiquement, et l'enterrement continue aujourd'hui. 300 km de tunnels, 47 chambres scellées, des siècles de registres effacés. Et sous tout cela, une question qui ne restera pas enterrée. Qu'est-ce qui se cache encore sous les villes que nous pensons avoir construites? Quelles autres technologies avons-nous héritées sans comprendre et qui a décidé que nous n'étions pas autorisés à nous souvenir? Ce n'est pas la fin de l'enquête, c'est le moment où vous décidez si vous continuerez à creuser ou si vous les laisserez l'enterrer à nouveau.